Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Vu que c'est la première vidéo de la chaîne, je vais rapidement vous expliquer la démarche. Ça fait plusieurs années que je me fais cette réflexion. On manque de créateurs de contenu francophones sur le cyclisme. Personnellement, je consomme beaucoup de YouTube pour le basket, le MotoGP ou la F1, et il y a plein de gens qui font du très bon contenu sur ces sports. Mais pour le cyclisme, c'est pas folichon. Donc je me lance, avec l'envie de partager cette passion qui m'anime depuis petit, et qui m'amène à suivre toutes les courses principales du calendrier, et même des courses obscures à l'autre bout du monde. Pour commencer, quoi de plus simple qu'une tier list pour juger les saisons 2024 des équipes. Une équipe, son classement UCI de la saison passée, 3 faits marquants sur son année, et on évalue sa saison de décevante à excellente. Le classement UCI 2023, je le trouve pertinent, pas tant pour le chiffre en soi, mais parce que c'est un bon socle pour apprécier les attentes des équipes à l'aube de la saison, vu qu'elles ambitionnent de faire au moins aussi bien. Je vais noter les équipes en remontant le classement UCI à partir de la 23e place occupée par la Total Energy. Je précise aussi que je ne vais parler que des courses en équipe. Les magnifiques titres de Remco Evenepoel au JO ou de Tadej Pogacar aux mondiaux ne rentrent pas en compte dans cette tier list. J'espère que tout est clair, let's go. La Total Energy était classée 22e en 2023 et a marqué quasiment 1000 points de moins au classement UCI cette année. Cependant, elle a perdu ses invitations sur des courses prestigieuses comme Milan-San Remo, le Tour d'Espagne ou le Tour de Lombardie et a dû se rabattre sur d'autres courses moins pourvoyeuses en points. Elle a remporté 13 courses en 2024 contre seulement 8 en 2023 et surtout, elle s'est imposée sur le Tour de France grâce à Anthony Turgis. Quand on connaît l'importance pour les sponsors d'une victoire sur le Tour, encore plus pour une équipe française, on peut aisément qualifier sa saison de bonne. Passée de 25e à 22e en un an, avec plus du double de points, la saison de la Tudor de Fabian Cancellara paraît convaincante aux premiers abords. Elle a remporté ses 2 premières victoires en World Tour grâce au sprinter Arvid de Klein sur Paris-Nice et au rouleur Michael Zeilhard sur le prologue du Tour de Romandie. Pour le tout premier grand tour de l'équipe, Michael Storer a fini à la 10e place du Tour d'Italie. J'aimerais nuancer ce bilan positif pour 2 raisons. La première, c'est un recrutement XXL pour une équipe classée si bas, avec notamment Matteo Trentin, Alberto Dainese, Michael Storer ou Marco Brenner. La deuxième, ce sont les invitations dont a bénéficié l'équipe, comme sur Paris-Nice, au Tour des Flandres et sur le Tour d'Italie, ce qui offre forcément plus de possibilités de marquer des points UCI. Je trouve donc leur saison correcte, à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir pour cet effectif clairement renforcé à l'intersaison. Vient ensuite Astana, 21e et la moins bien classée des 18 équipes qui composent le World Tour. Il faut dire qu'elle a l'effectif le plus faible du World Tour sur le papier, et ça s'est ressenti dans les résultats. Elle perd une place par rapport à 2023, s'imposant à 12 reprises, mais seulement 4 fois en Europe. Aucun coureur d'Astana ne fait mieux que 8ème sur des courses d'un jour ou par étape du World Tour. Mais il y a ce moment d'histoire sur la 5ème étape du Tour, la tant attendue 35e victoire de Mark Cavendish, celle qui fait de lui le seul détenteur de record de victoire sur la grande boucle, devant le légendaire Eddy Merckx. Merci pour tout Marc, ça fera au moins une belle photo pour Astana en 2024, qui vaut à elle seule de classer sa saison comme correcte. Je les mets devant Tudor, honnêtement, juste pour l'émotion procurée par la victoire de Cavendish, qui m'a fait bondir de mon canapé comme rarement. Cofidis est 20ème du classement UCI, ce qui constitue une vraie régression par rapport à sa 15ème place l'année précédente. Oui, 2023 était un cru exceptionnel pour l'équipe. Mais le bilan comptable 2024, au regard du talent dans l'effectif, est famélique, avec seulement 5 victoires. La victoire de Benjamin Thomas sur le Giro est un superbe rayon de soleil, et l'équipe place un coureur dans le top 15 des 3 grands tours, ce qui n'est pas négligeable. Mais on peut regretter qu'un sprinter du calibre de Brian Cocard, qui a une belle équipe pour l'épauler, ne s'impose qu'une fois dans la saison. J'ai longtemps hésité entre correcte et décevante pour qualifier la saison de Cofidis, et malheureusement ce sera tout en bas de la tier list. Passons à Arkea BNB Hotel, 19ème comme en 2023, mais avec 1500 points de plus. Si on regarde les chiffres bruts, 9 victoires, ça n'impressionne personne au niveau World Tour. Mais l'équipe a certainement vécu les 2 plus grands moments de son histoire en 2024. Il y a tout d'abord son premier podium sur un monument, avec la superbe 2ème place de Luca Mozzato sur le Tour des Flandres, derrière un Mathieu Van Der Poel imbattable. Et, sur le Tour, pour sa 10ème participation, une première victoire d'étape grâce à son leader Kevin Vauquelin, au terme d'une échappée parfaitement maîtrisée sur la route de Bologne. La saison est donc évidemment bonne, et il ne manquait que quelques victoires de plus, ou une ou deux en World Tour, pour passer dans la case au-dessus. Vient Uno X, qui passe du 21e au 18e rang cette saison, une belle progression pour une pro-team. L'équipe a énormément gagné, 26 fois avec 9 coureurs différents.
Certes, ce n'est pas toujours au plus haut niveau, avec une seule victoire en World Tour grâce à Magnus Kort sur le Dauphiné. Pour son seul grand tour de l'année en France, la victoire n'est pas passée loin, avec 3 podiums pour Jonas Abrahamsen et Alexander Kristoff. Comme le cyclisme c'est aussi des émotions, les échappées de l'infatigable Abrahamsen et son épopée avec le maillot à poids sur les épaules auront marqué les esprits. Une saison réussie, ça file dans bonne entre Arkea et Total Energy. Alors là, attention déception. La Bahreïn était classée 6ème en 2023 et dégringole à la 17ème place en 2024, perdant 6000 points au passage. L'équipe s'était imposée sur tous les grands tours, 6 fois en tout, et nada cette année. Le départ de Jonathan Milan, devenu l'un des 3 meilleurs sprinteurs au monde, et de Mikel Landa, son leader en montagne depuis 2020, font évidemment mal, mais n'expliquent pas tout. L'un des coureurs qui me fait le plus vibrer, Matej Mohoric, a connu une année vraiment en dessous de ses standards, que ce soit en termes de résultats ou de moments de bravoure en échappée ou en descente. Le pôle grimpeur, composé de Damiano Caruso, Wout Poels et Santiago Buitrago, n'a pas répondu présent, à l'exception d'Antonio Tiberi qui prend une belle 5ème place sur le Giro. Au global, la chute est vertigineuse, leur saison est bien entendu décevante. La DSM se classe 16ème et gagne une place par rapport à l'an passé. L'équipe peut remercier l'inusable Romain Bardet pour sa dernière saison complète, qui prend une magnifique 2ème place à Liège. Surtout, il s'impose lors de la première étape du Tour, grâce à un fabuleux numéro A2 avec son jeune coéquipier Frank Van Den Broek, qui lui permet de revêtir le maillot jaune le temps d'une étape. Le pôle sprint, remodelé pour 2024, a bien performé entre Tobias Lut Andresen, Casper Van Houten et Pavel Bittner, ce dernier remportant une étape sur le Tour d'Espagne. Et ce, malgré l'échec du recrutement de Fabio Jakobsen, qui devait être leur sprinter désigné. Une bonne année pour la DSM, que je place entre Arkea et Uno X. À la 15e place du classement UCI, Intermarché Wanty qui perd une place. L'équipe a remporté 7 courses de moins qu'en 2023 pour un total de 13. Et le petit pôle montagne autour de Luis Menties et Rein Taramae est passé au travers et se rapproche doucement de la fin de carrière. Cependant, pour sa 7ème participation au Tour, l'équipe a enfin levé les bras grâce à l'Érythréen Binyam Girmay. Et pas une, pas deux, mais bien 3 fois avec le maillot vert en prime à Nice. Même si son talent était reconnu de tous, personne n'aurait parié sur une telle performance de sa part dans les sprints massifs. Il faut aussi reconnaître le superbe travail de son équipe, devenu l'un des meilleurs trains de sprint au monde. Leur tour est tellement éclatant que ça classe d'office l'année en très bonne. La Jayco est 14ème, en perte d'une place par rapport à 2023. 25 victoires, c'est un beau total et 8 de plus que l'an passé. Quelques victoires marquantes, comme celle de Dylan Groenewegen sur le Tour de France et les 2 d'Eddie Dunbar sur la Vuelta. Je m'excuse pour les néerlandophones, je fais de mon mieux sur la prononciation des noms. Michael Matthews signe également une belle saison avec une 3ème victoire record sur le Grand Prix de Québec et un podium à San Remo. Cependant, derrière Simon Yates, invisible pour sa dernière année avec son équipe de toujours, l'équipe a sous-performé sur les généraux des grands tours. Une saison correcte pour la Jayco, il ne manquait pas grand-chose pour se classer plus haut. Maintenant, la Movistar, 13ème, qui descend d'une place au classement. Seulement 8 petites victoires, moitié moins qu'en 2023. Avec une seule victoire en World Tour, le bilan brut n'est pas très reluisant. Sur les grands tours, le constat est assez similaire à celui de l'an passé. Einer Rubio porte l'équipe au Giro et finit 7ème, tandis que Pelayo Sanchez gagne une étape. L'équipe passe au travers sur le tour et, comme d'habitude, Enric Mas se rattrape sur la Vuelta et monte pour la 4ème fois sur le podium en terminant 3ème. Mis à part ses belles performances, le reste de la saison est assez terne, ce qui place Movistar dans la case correcte derrière Jayco. Au tour de la IF Education, 12ème, qui perd aussi une place. Même s'il n'a pas pesé sur le général du Tour, le leader Richard Carapaz a tenu son rang. Porteur du maillot jaune, vainqueur d'une étape et du classement de la montagne, super combatif du Tour, l'équatorien était au four et au moulin. Il termine aussi à une belle 4ème place sur le Tour d'Espagne. Le reste de l'effectif a été correct, sans plus. Seul Georg Steinhauser a marqué les esprits avec sa magnifique victoire d'étape sur le Giro. J'ai été tout proche de qualifier leur saison de bonne, mais finalement IF s'insère à la première place des corrects. En 11ème place, vient la surprenante Israel Premier Tech qui gagne 5 positions par rapport à 2023. L'équipe a explosé les compteurs cette année, avec 29 victoires contre 12 il y a un an, une progression phénoménale pour la 2e pro team du classement. Stephen Williams a permis à l'équipe de remporter sa première course à étapes en World Tour avec le Tour Down Under en début d'année, ce qui a mis l'équipe sur de bons rails. Le Britannique a également offert sa première classique à son équipe en triomphant au sommet du mur de Huy sur la Flèche Wallonne. Avec 12 vainqueurs différents,
de nombreux coureurs ont contribué à l'euphorie collective et Derek J a offert son premier top 10 à l'équipe sur le Tour de France. Israël Premier Tech prend donc la tête du classement provisoire dans la case très bonne saison. On rentre dans le top 10 avec la Groupama FDJ qui perd 3 places et plus de 2000 points par rapport à 2024. D'un côté, l'équipe a vu des coureurs exploser, comme Laurens Pitty, vainqueur en World Tour sur la Cadel Evans Race, ou Lenny Martinez, qui a levé les bras à 5 reprises. De l'autre, les leaders attendus, comme Stéphane Kung, David Gaudu, Valentin Madouas ou Romain Grégoire, ont connu des saisons décentes, mais loin d'être impressionnantes sur les classiques comme sur les grands tours. D'où cette impression de bilan mitigé, qui fait que je classe leur saison comme correcte, juste après Movistar. Ensuite, l'Auto Destiny, la meilleure équipe des Pro Teams, 9ème comme l'an passé, est promise à un retour rapide en World Tour en 2026. L'équipe s'est imposée 9 fois en World Tour, dont 2 courses par étape grâce à Lennart van Eetvelt et une classique grâce à Maxime van Triels, un bilan envié par la plupart des équipes de l'échelon supérieur. Son sprinter vedette, Arnaud Delis, s'est quant à lui imposé à 7 reprises. L'équipe a été présente aux avant-postes toute l'année, et alors que ses 3 leaders sont tous âgés de 24 ans ou moins, d'autres jeunes comme Jeno Bergmus ou Alex Eckhardt pointent aussi le bout de leur nez. Un très grand cru pour la Lotto Destiny, qui file en tête du classement. Alpecin de Koenig se classe 8ème, comme en 2023. Cet effectif est la preuve qu'il vaut mieux exceller dans 2 domaines, que sont les classiques du Nord et les sprints, plutôt que d'essayer d'avoir un effectif tout-terrain. Alpecin est devenue la première équipe à remporter les 3 premiers monuments de l'année, avec Jasper Philipsen sur San Remo, Mathieu Van Der Poel aux Flandres, et s'est payé le luxe, comme en 2023 c'est fou, de faire un doublé Van Der Poel-Philipsen à Roubaix. Même s'il n'a pas remporté le maillot vert, Philipsen s'est imposé 3 fois sur le Tour de France. C'est le même total pour Caden Groves sur la Vuelta, maillot de meilleur sprinter en prime, comme en 2023. Une saison tout bonnement excellente pour Alpecin, qui maximise à peu de choses près le potentiel de son effectif. Maintenant, regardons Ineos, qui rétrograde de la 4ème à la 7ème place. En 2024, l'équipe ne s'est imposée que 14 fois, ce qui fait tâche en comparaison des 38 victoires de l'année précédente et au vu de la qualité et du prix de son roster. Le début de saison n'était pourtant pas si loin des attentes, avec la victoire de Tom Pidcock à l'Amstel ou de Carlos Rodriguez en Romandie. Surtout, le Tour d'Italie s'est bien passé, avec les 2 victoires d'étape de Jonathan Narvaez et de Filippo Ganna, et les 3e et 6e places au général de Geraint Thomas et Thymen Arensman. Mais ensuite, c'est le néant total au niveau des résultats, couplé à de nombreuses rumeurs de dysfonctionnement en interne. En bref, une année à oublier au plus vite pour Ineos, qui peut remercier Bahreïn d'avoir fait pire pour ne pas finir dernier au classement. On passe maintenant à Decathlon AG2R, assurément la plus belle surprise de la saison. L'équipe était 18ème en 2023 et grappe à la 6ème place, une progression record alors que l'effectif était quasi inchangé. Avec 30 victoires, l'équipe fait plus que tripler son total de la saison passée, et 6 coureurs différents se sont imposés en World Tour. Ben O'Connor finit 4ème du classement mondial, grâce à un beau Giro et une superbe Vuelta. Les leaders attendus ont largement tenu leur rang, et de nombreux coureurs comme Paul Lapera, champion de France, ou Valentin Paré-Peintre, vainqueur sur le Giro, se sont révélés. Si Decathlon AG2R n'était pas autant passé à travers son Tour de France, on tenait là une saison parfaite. Je mets donc l'équipe à la première place des très bonnes saisons. C'est parti pour le top 5 et les plus grosses cylindrées du peloton, en commençant par Red Bull Bora. L'équipe monte de 5 places au classement, mais c'est le genre de progression attendue suite au recrutement de Primoz Roglic, un de mes coureurs préférés. Un recrutement qui a d'ailleurs tenu toutes ses promesses, puisque Roglic a fait du Roglic. D'un côté, il y a cette 4ème victoire record sur la Vuelta, et un succès au Dauphiné. Et de l'autre, son lot de chutes, qui forme sa légende, et qui l'ont notamment contraint à abandonner sur le Tour ou au Pays Basque. Le Colombien Dani Martinez a pris une belle 2ème place sur le Giro, et l'Allemand Florian Lipowitz s'est révélé au plus haut niveau, tandis que les leaders de 2023, Jay Hindley et Alexander Vlasov, ont globalement déçu. Une bonne saison dans l'ensemble, mais qui manque un petit quelque chose pour être considérée comme très bonne. À la 4ème place, on retrouve une de mes équipes préférées, la Lidl Trek, qui progresse d'un rang. Le bilan comptable est exceptionnel, avec 42 victoires, 15 de plus qu'en 2023. Mats Pedersen, que j'adore, est toujours ce super leader capable de gagner sur beaucoup de terrains différents, et avec panache, comme sur Gand-Wevelgem devant Van Der Poel. Le recrutement de Jonathan Milan a donné entière satisfaction, avec ses 3 étapes et son maillot de meilleur sprinter sur le Giro. Des coureurs comme Matthias Kjelmose, Tom Skuinch, Thibaut Neuss ou Giulio Ciccone ont aussi fait briller l'équipe tout au long de l'année. La saison de la Lidl Trek est donc très bonne, je les mets légèrement devant Decathlon.
À partir de la troisième place, occupée par la Soudal Quick-Step, le haut du classement est inchangé par rapport à l'année 2023. La Soudal avait connu une année exceptionnelle l'an passé, avec 55 victoires, et n'en compte que, entre guillemets, 34 sur la saison écoulée. L'équipe a cependant atteint la plupart de ses objectifs, avec 4 étapes sur le Giro, 3 pour Tim Merlier et 1 pour Julien Alaphilippe. Et surtout, la troisième place avec une étape de Remco Evenepoel pour sa découverte du Tour de France. Mikel Landa, la principale recrue de l'hiver, s'est montré solide en France pour épauler Remco, comme sur le Tour d'Espagne à son propre compte. Il manque cependant une victoire sur une classique ou un General World Tour pour que l'année soit très bonne. La Visma Lease the Bike est deuxième avec seulement 32 victoires contre 69 en 2023. Avec la perte de Roglic, il était de toute manière impossible de faire aussi bien que l'an passé, où l'équipe avait gagné les 3 grands tours. L'équipe gagne toujours beaucoup en World Tour, avec notamment 3 classiques et 3 courses par étape, et des coureurs comme Matteo Jorgensen et Olaf Koy ont clairement passé un cap. Mais les deux principaux leaders, que sont Jonas Vingegaard et Wout van Aert, ont joué de malchance cette année, ce qui fausse en partie leur saison. Lorsqu'il court, c'est toujours aussi impressionnant. Et Vingegaard a remporté toutes les courses qu'il a terminées, à l'exception notable du Tour de France, où il est arrivé en manque de repères, mais où il finit quand même deuxième, derrière l'intouchable Pogačar. Pour Van Aert aussi, le début de saison était bon, mais sa chute avant les monuments pavés l'a privé de ses principaux objectifs, incluant le Giro qu'il devait découvrir. Après être revenu à niveau, il illuminait la Vuelta avec 3 victoires et était en passe de gagner le classement du sprint et de la montagne avant de subir une chute qui a mis un terme à sa saison. Les attentes pour la Visma sont toujours de gagner les plus grandes courses du monde, mais il est difficile de ne pas considérer que leur saison reste bonne, malgré les aléas. Enfin, l'UAE demeure à la première place, avec un total ahurissant de 81 victoires. 3 faits marquants sur leur saison ? Pogačar... Plus sérieusement, alors que le Slovène a réalisé l'une des plus grandes années de l'histoire du cyclisme, avec son doublé Giro, Tour et ses 2 monuments gagnés, il serait réducteur de ne parler que de lui, puisque même en retranchant ses points au classement, UAE reste très largement en tête. En effet, 20 des 30 coureurs ont gagné au moins une fois en 2024, et l'équipe s'est imposée à 41 reprises en World Tour. Des chiffres tellement délirants que c'est impossible d'isoler des résultats spécifiques, tant il y en a en pagaille. Il trône tout en haut de la hiérarchie de cette tier list, et je pense que ça fera l'unanimité. Par contre, j'ai fait d'autres choix de classement qui laissent assurément plus la place au débat. Je vous attends dans les commentaires pour en discuter. Pour les prochaines vidéos, je vais analyser en profondeur les saisons des équipes qu'on vient de traiter. Dans quelques jours, je vais commencer avec la Total Energy, alors abonne-toi, mets la cloche, tu connais le concept pour pas rater la suite. On se retrouve ici bientôt.